Merci Anne d'être avec nous maintenant, aujourd'hui, pour répondre à certaines questions que peuvent se poser les Français de l'étranger. Vous avez donc rédigé ce rapport à la demande du Premier ministre sur la mobilité internationale des Français de l'étranger, vous-même en tant que député sur en Asie. Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être quelques mots sur ce rapport et votre travail avant qu'on rentre vraiment dans les questions? Alors, effectivement, le Premier ministre m'a demandé ce rapport en février 2018. Je l'ai rendu en septembre 2018. C'était un travail absolument énorme. Et franchement, on aurait pu faire 4 rapports parce qu'en fait, dans la façon de fonctionner de ce type de mission, de rapport, on nous donne 4 mois pour travailler en réalité, même si légalement on dispose de 6 mois. On nous donne toujours 4 mois parce que l'État a l'habitude du fait que un certain nombre de personnes avec lesquelles je dois travailler sont toujours en retard. Effectivement, j'ai pu l'observer. J'étais censée avoir à ma disposition 3 inspecteurs, un aux affaires étrangères que j'ai eu de façon sporadique, un aux finances que j'ai eu, qui était un monsieur à l'aube de sa retraite, ça a été sa dernière mission, et un que j'aurais dû avoir aux affaires sociales et que je n'ai jamais eu. Ce qui veut dire que sur le sujet de la protection sociale, j'ai dû avancer seule, comme j'ai pu, en n'ayant aucun support du ministère des Affaires sociales. Quand je dis aucun, c'est aucun. Du côté des affaires étrangères, j'ai eu un appui un peu par l'inspecteur que j'ai vu encore une fois très sporadique, mais j'ai eu un véritable appui du côté de la direction des Français à l'étranger qui m'a beaucoup aidée, avec laquelle je suis restée en contact. Et c'est certainement au cours de ce rapport la rencontre la plus efficace que j'ai pu faire et la plus utile. Et c'est ceux qui ont été le plus intéressés par le sujet, les plus concernés et qui avaient vraiment envie d'avancer, parce qu'on sentait que sur certains sujets, eux avaient aussi intérêt à ce que les choses avancent. Et là, notamment un petit peu sur le retour en France, mais beaucoup sur la partie de la simplification des démarches administratives. Même si cette simplification ne concerne pas seulement le ministère des Affaires étrangères et les affaires consulaires, mais aussi beaucoup d'autres ministères, et là, il y a encore un gros travail. Et s'agissant des finances, je n'ai pas trouvé des gens très intéressés, c'est le moins qu'on puisse dire, même pas du tout. Et là où j'ai été extrêmement surprise, c'est le jour où j'ai rendu mon rapport au Premier ministre, j'ai eu le sentiment qu'il y avait comme un malentendu, puisque moi j'étais venue pour parler de la fiscalité des non-résidents, et la première question que m'a posée le Premier ministre, je crois bien ne l'avoir jamais dit ça d'ailleurs, il m'a posé une question sur est-ce que j'avais une solution pour l'exit tax. Alors les bras m'en sont tombés, on m'avait jamais demandé de travailler là-dessus. Il y a une petite partie consacrée à ça, dans laquelle je fais un petit comparatif de mécanismes d'exit tax entre différents pays. Mais c'est tout. Je n'ai pas fait de recommandations spécialement par rapport à ça. Pour moi, c'était à l'époque assez bon. Ça avait été traité et pour moi, je n'avais pas vocation à travailler là-dessus, puisqu'en plus, il ne s'agit pas vraiment de Français à l'étranger, il s'agit de Français qui quittent la France. Donc, ce n'est pas mon sujet. Donc, aux finances, des gens pas très intéressés, sauf un service, la direction des impôts des non-résidents, à Noisy-le-Grand, qui, elle, a un énorme problème de fonctionnement, parce que, comme beaucoup d'administrations au sein de la fonction publique, on lui demande depuis des années de trouver des volants d'amélioration de sa performance et de son efficacité, et on lui a réduit pendant plusieurs années de suite le nombre d'agents. Et pendant ce temps-là, les mécanismes mis en place, alors tout ça s'est fait avec en même temps, parallèlement, une augmentation très considérable du nombre de contribuables non résidents, qui fait qu'aujourd'hui, le centre des impôts des Noisy-le-Grand, qui est uniquement un collecteur de l'impôt, se retrouve être le plus gros centre des impôts de France. Il n'y en a aucun qui reçoive 260 000 dossiers par an. Uniquement des particuliers, il y a également des entreprises. Et donc, ce centre des impôts des non-résidents qui se trouve avec des foyers fiscaux de plus en plus nombreux, des dossiers de plus en plus nombreux, des agents qui sont en effectif de plus en plus restreint, et un mécanisme de calcul de l'impôt pour pouvoir le collecter, qui est d'une tellement grande complexité, et très différent de ce qui est utilisé en France. Ils n'ont même pas d'outils informatiques et ils sont obligés de tout faire à la main. Donc, ce centre des impôts était en très grande
Et quand je les ai rencontrés, eux, ils étaient en grande demande de trouver une solution pour pouvoir aller travailler, parce que du coup, il y a une telle charge de travail que leurs agents qui viennent de la maison mère des centres des impôts de France et de Navarre, quand ils arrivent là, déjà, il faut à peu près 3 mois pour les former à cette méthode particulière de calcul de l'impôt. Puis, au bout d'un moment, ils ont tellement de travail, beaucoup partent en burn-out ou en équivalent burn-out, et ce qui fait qu'il y a un turnover, un renouvellement des agents considérable. Donc, la directrice du centre des impôts se trouve avec nous. Pas assez d'employés, des employés qui tournent, qui craquent, des nombres de dossiers qui augmentent et pas d'outils pour faire les calculs. Donc, c'est juste une catastrophe. Donc, je suis tombée sur un environnement en grande souffrance. Heureusement, une directrice très dynamique et qui avait envie de s'en sortir. Mais puisqu'elle n'a pas la main sur les agents, puisqu'elle n'a pas la main sur le nombre de contribuables, le seul outil sur lequel elle peut essayer de peser, c'est la méthode de calcul. Et c'est comme ça que nos relations ont commencé. Et elle a commencé à expliquer que ça serait bien qu'on trouve un autre mode de calcul. Donc, on en était là. Donc voilà, ça se passe ensuite. Qui peut agir sur le mode de calcul? Ça n'est plus elle. C'est une autre direction au sein du ministère des Finances qui s'appelle la direction de la législation DLF et qui, elle, ne s'intéressait absolument pas au sujet. Elle, ça ne l'intéresse pas du tout, elle n'a aucune envie de s'intéresser à ça. Le système comme il est lui va très bien. La souffrance de ses petits camarades à Noisy-le-Grand, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc voilà dans quel état d'esprit s'est construit ce rapport, en sachant qu'en plus, comme je m'occupais également du retour en France, qui donc concerne des administrations qui sont en France, je m'occupais également de la simplification administrative qui ne concerne pas seulement des choses qu'on fait, mais aussi des choses, il y a des administrations avec lesquelles on a besoin d'interagir quand on est en France, enfin, qui sont en France alors qu'on est à l'étranger. Donc j'avais aussi besoin d'appui en France, notamment au sein de plein de choses. J'ai eu besoin du ministère de la Justice, et j'ai eu besoin bien évidemment du ministère de l'Éducation nationale et du ministère des Affaires sociales. Un champ d'action absolument énorme. Et très honnêtement, le sentiment au bout de ces 4 mois de courir après mon temps, d'avoir un travail une pelote de laine qui était absolument infinie, et personnellement, l'impression d'avoir un travail inachevé ou incomplètement fait. Alors, beaucoup de gens ont salué le travail, mais je peux vous dire que moi, à titre personnel, il y avait beaucoup à faire, beaucoup à faire. Et j'aurais eu besoin de l'appui de l'État dans ces différentes instances pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Ce qui fait que certaines des recommandations que j'ai pu faire, pour moi, elles ont besoin derrière pour aboutir d'avoir un appui au sein de l'appareil d'État que je n'ai jamais. Et aujourd'hui, si je voulais les faire avancer, il faudrait que je reparte en guerre, parce que c'est vraiment une guerre, de se battre pour toutes les portes et nous les ouvre et qu'on puisse enfin discuter. Donc voilà, donc ça c'est le côté un peu frustration que j'ai eu dans ce rapport. Maintenant, heureusement, il y a d'autres quand même qui ont fonctionné et sur lesquels j'ai pu avancer. Alors, dans l'ordre, il y avait donc 4 parties. Sur le retour en France, alors je ne sais pas déjà, est-ce que ça répond un petit peu à votre question, ce rapport, ce que je vous ai dit là? Non, c'est très intéressant parce que je pense que ce rapport oui, montre qu'il y a eu beaucoup de travail derrière, qu'effectivement, il y a tellement de sujets qu'on peut imaginer que ça ne suffit pas à tout couvrir. En revanche, j'aimerais vous demander, donc là, vous avez quand même le soutien, j'imagine, des autres députés des Français de l'étranger dans votre travail. Mais oui, ça répond, enfin, ça répond pas à nos questions, mais disons que ça crée ça met en place le contexte et c'est vraiment très intéressant. Oui, c'est très intéressant d'avoir la fabrication de notre livre de chevet. Parce qu'effectivement, il est tellement complet que il y a beaucoup de sujets qui nous intéressent. Quoi. Tous les sujets nous intéressent, il y en a beaucoup qui nous passionnent. Et même à la limite, dans notre présentation d'une liste, il y a beaucoup de sujets dans lesquels vous traitez. Alors ensuite, dans les suites, si vous voulez, du rapport, moi, depuis le début du mandat, moi qui suis moi-même française à l'étranger depuis 15 ans, maintenant je suis plus française en France que française à l'étranger compte tenu du travail, mais enfin bon, je suis quand même française à l'étranger, j'ai encore ma maison là-bas à l'autre bout du monde. Mon rêve depuis le début du mandat,
parce que je vois bien depuis 15 ans que je suis partie de France, que le regard sur ce que nous sommes est vraiment dans l'immense majorité des cas faux. Les gens se trompent sur qui nous sommes. Et ça me contrarie beaucoup parce que c'est sans doute là une partie des limites de ce rapport, c'est que pour faire comprendre ce que je voulais pousser comme idée et ce que je veux changer, il faudrait déjà que nos interlocuteurs comprennent qui nous sommes. Et là, régulièrement, ça revient. L'image, et encore récemment, un tweet que j'ai posté, j'ai eu un commentaire ahurissant. Nous sommes vraiment perçus, je ne sais pas si vous percevez aussi comme ça, comme des gens, de toute façon, on est parti parce qu'on était très riches, on a beaucoup de moyens, on est très très bien dans nos vies à l'étranger, on est sous les cocotiers, sous le soleil, et tout va bien pour nous. Et franchement, ne pas nous embêter avec vos histoires, parce que vous, on sait que tout va très bien. Voilà, donc cette image d'Épinal me contrarie beaucoup, et vraiment, c'est contraire. Et je peux vous dire que je travaille, je continue à travailler sur, et d'essayer de modifier cette image. Et là, au sein, moi, je suis à la commission des étrangères. Et les 3 mois prochains, juillet, août, septembre, l'Assemblée est fermée, il n'y a pas de travaux. Et du coup, moi, j'ai décidé qu'on irait, chacun au sein de la commission, passer quelques jours dans la circonscription d'un des autres, pour qu'on puisse continuer à se voir entre nous, commissaires aux affaires étrangères. Et moi, j'ai proposé qu'on aille dans la circonscription de Alexander Lloyd à Londres, pour qu'ils voient ce que c'est qu'une communauté française à Londres et un lycée français à Londres, une communauté particulière, qui n'est pas celle où moi je vais les emmener au Cambodge. Alors là, on va changer d'univers, on ne va pas du tout tomber sur les mêmes Français, pas du tout les mêmes profils, et je voudrais qu'ils prennent conscience de ça, qu'on est vraiment très variés, très divers dans nos profils. Voilà, donc ça, j'ai toujours l'espoir en 5 ans, il me reste 2 ans maintenant, de faire bouger les lignes, mais c'est vraiment pas gagné. Et le problème, c'est que ce stéréotype que je décrivais, il imprègne toutes les administrations de l'appareil d'État français. Toutes les administrations, tous les hauts fonctionnaires que j'ai rencontrés sont tous convaincus qu'on a la poche pleine et que tout va bien pour nous et qu'on n'a aucun problème et que franchement, ah oui, on distribue à hauteur de 105 millions de bourses scolaires. Oui, bon, bah ça, c'est des pauvres gens, les pauvres indigents. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y en a, oui, qui se plantent, il y a des histoires malheureuses, enfin, c'est quelques-uns. C'est vraiment... voilà, cette image est tenace et je vois bien que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à la faire changer. Voilà, donc notre premier chapitre, c'est fiscalité et protection sociale. Donc, évidemment, on entend beaucoup parler de cette taxation à 20% dès le premier euro sur les revenus en France. Bon, alors je vais corriger ça. Ça serait à 30% au-dessus de 27 000 euros. Bon, c'est une décision qui semble bénéficier d'un moratoire jusqu'en 2020 et une étude d'impact que vous avez annoncée. Où en est-on de cette étude et quel sera le développement là-dessus? Alors, je vais d'abord corriger parce qu'il y a vraiment une erreur qui est véhiculée et qu'il faut absolument corriger. En France, on peut avoir, pour schématiser, 2 types de revenus. Des revenus d'activité, on est salarié, on est indépendant, ou bien des revenus de valeur mobilière ou un loyer. Ils ne sont pas du tout taxés de la même façon quand on est non-résident. Quand on est avec un revenu d'activité, ce revenu d'activité est soumis, pour une partie de ce revenu jusqu'à 40 000 euros, à un prélèvement dit libératoire, c'est ce qui est le cas aujourd'hui, et au-dessus, c'est à peu près, je vous donne les fourches à peu près, hein, et au-dessus de 40 000 euros, on a 2 approches possibles dès le premier euro. On oublie l'imposition sur les 40 premiers 1 000 euros, c'est ce qu'on appelle un prélèvement pas forfaitaire, mais enfin, il est une partie à 0, une partie à 12%. Une fois que celui-là est fait, on oublie ces 40 000 premiers euros de revenus, on ne s'en occupe plus. Donc, on sait un impôt, c'est fini. Et puis ensuite, il y a le premier euro au-dessus de 40 000. Lui, il va être soumis à 2 possibilités. Soit on a effectivement les 27 000 premiers euros qui sont à 20%, puis au-dessus à 30%. Et donc, c'est seulement la fraction au-dessus qui est à 30%, ça met la totalité. Vous voyez qu'avec ce que je vous ai dit, il y a une partie qui n'est pas du tout concernée par ces 20 puis 30%, et c'est seulement une partie au-dessus de 40 000 euros qui est concernée par le 20 plus 30. Donc, s'agissant des revenus d'activité, ça n'est pas une imposition à 20% au premier euro. Jamais. D'autant plus qu'il est possible, si on communique ces revenus mondes, que le fisc calcule un taux d'imposition fictif
si on prenait un impôt sur la totalité des revenus et en France et à l'étranger, et ce taux fictif, on l'applique uniquement à la partie française et c'est ce qu'on appelle le taux moyen. Et en plus, si le fisc s'aperçoit que entre la partie, la méthode 20 puis 30 ou la méthode moyen, c'est finalement le 20 plus 30 qui est plus intéressant, sans qu'on lui demande rien, le fisc appliquera le 20 plus 30. Donc ça, sur les revenus d'activité, ça n'est jamais au premier 20% au premier revenu. Avec la réforme, sur cette partie des revenus, la réforme telle que voulue par Bercy, j'insiste beaucoup sur ce point, je vais y revenir après. La réforme telle que voulue par Bercy, on supprime l'imposition, une sorte d'imposition forfaitaire des 40 000 premiers euros. Et la méthode que je vous expliquais juste avant, soit 20 plus 30, soit taux moyen, s'applique. On n'a pas entendu la dernière phrase, pardon. Donc, dans la réforme voulue par le ministère des Finances, le gouvernement, la partie forfaitaire sur les 40 000 premiers euros disparaît. Et donc, la méthode que j'explique tout à l'heure, calcul, qui est soit 20 plus 30, 20 puis 30, soit le taux moyen, elle s'appliquera à l'ensemble des revenus d'activité à partir du premier euro. Mais vous voyez que le 20 puis 30 à partir du premier euro n'est mis en œuvre que si la personne ne veut pas ou ne souhaite pas ou ne peut pas déclarer ses revenus membres. Et pour une personne qui n'aurait, je pense, aucun autre revenu dans le monde, il y a des pays avec lesquels, je pense notamment, enfin c'est peut-être pas le cas des États-Unis, mais quand on a la possibilité de fournir un justificatif du pays où on est qui dit j'ai pas d'impôt, je paye pas d'impôt parce que j'ai pas de revenus, par exemple aux États-Unis, le fisc en compte et donc appliquera le taux moyen et ça ne sera pas le 20 puis 30. Donc cette réforme qui est vendue par certains opposants comme 20 puis 30 dès le premier euro, c'est faux, même dans la réforme voulue par le gouvernement. Toutefois, donc, si c'est mis en œuvre tel que le gouvernement le propose, il y a de fait une augmentation de l'impôt qui peut être même au taux moyen relatif. Alors, le taux moyen, l'âge aussi, c'est qu'il permet de mettre en œuvre le quotient familial, à condition qu'on donne la composition de son foyer fiscal, son conjoint, ses enfants, etc. Et il permet de mettre en œuvre la décote de 10%, les décotes faible revenu et un certain nombre de décotes. Et les seules prises en compte de charges qui valent dans le système, c'est ce qui a été, que j'ai réussi à faire passer, notamment la pension alimentaire versée à un conjoint resté en France. Et puis, c'est tout comme charge qu'on peut récupérer. Pour le moment, il n'y a pas d'autres charges possibles. Et donc, ce que nous avons obtenu, comme il y a effectivement pour certains revenus, mais pas pour tous, une augmentation importante possible de l'impôt, nous avons obtenu d'une part ce moratoire et d'autre part cette étude d'impact qui permet de chiffrer quels sont les profils de contribuables qui seraient soumis à une augmentation d'impôt et dans quelle proportion. Donc, c'est à ça que sert le moratoire. Là, je vous ai donc parlé des revenus d'activité. S'agissant des autres types. Bon. Juste un mot là-dessus. Cette étude d'impact, donc elle est en cours en ce moment. Elle est. Alors, je vais finir sur l'autre type de revenu. Après, je vais y revenir pour vous dire comment on en est. L'autre type de revenus, ce sont donc les revenus immobiliers et valeurs mobilières. Et là, en revanche, sur cela, il n'y a pas la technique du prélèvement forfaitaire libératoire, etc. Et on est sur les revenus immobiliers sur les deux possibilités que j'indiquais, c'est-à-dire soit le 20 puis 30, soit le taux moyen. Dès le premier revenu. Sachant que sur les revenus de loyer locatif, on a également, s'ajoute à ça, les prélèvements sociaux pour les gens qui sont hors Union européenne, qui aujourd'hui s'élèvent à 17,2%. Alors, ça, c'est donc là où nous en sommes aujourd'hui. L'étude d'impact est donc là où nous en sommes en cette étude d'impact. Moi, d'une part, j'ai contacté des avocats fiscalistes, j'ai retravaillé aussi avec la des impôts résidents et j'ai des propositions à faire pour, dans l'hypothèse où on resterait sur cette réforme telle que le gouvernement l'a passée, pour avoir un lissage sur plusieurs années, un nombre d'années à définir, pour que la montée de l'impôt soit extrêmement progressive. Et là, il faudrait faire des simulations, et j'espère bien que dans l'étude d'impact, on pourra faire des simulations non seulement
de ce qu'a voté le gouvernement, mais aussi d'autres propositions que nous allons faire. Comment cela s'est-il mis en place? Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a convoqué un groupe de travail dans lequel se trouvent à la fois des parlementaires, j'en fais partie. Alors, je ne sais pas, moi je sais seulement, ce que je sais, c'est qu'il y a donc des parlementaires et une association de contribuables non résidents qui sont les transfrontaliers qui habitent en Belgique et travaillent en France, qui sont directement concernés touchés par la réforme. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, le groupe de travail ne s'est pas encore réuni. Ce que je sais aussi, c'est que la direction de la législation fiscale, dont je vous parlais un petit peu plus tôt, a convoqué une réunion en date du 27 mars, une réunion, et là je le dis tout de go, qui ne me plaît pas, avec tous les parlementaires, des représentants les Français à l'étranger, tous les groupes politiques, et toutes sortes d'associations de contribuables, y compris des gens qui sont tout seuls, et notamment un ressortissant français qui se trouve aux États-Unis. Et je suis un petit peu surprise de la méthode, parce que ce n'est pas le groupe de travail que M. Darmanin nous avait proposé, et d'autant qu'il s'agit d'un travail entre les députés de la majorité, notamment moi qui ai fait ce rapport, qui ai fait ces propositions, et le gouvernement. Donc je suis extrêmement surprise de cette demande qui a été faite par la direction de la législation fiscale, mais j'ai reçu le mail jeudi dernier, et j'ai exprimé ma colère vendredi auprès d'un interlocuteur du cabinet du Premier ministre, et je dois revenir vers le cabinet de M. Darmanin la semaine prochaine pour lui exprimer à nouveau ma colère. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette méthode. Alors, ensuite, ça c'est pour ce qui a été voté par le gouvernement, les modifications par rapport à l'existant. Néanmoins, je dois revenir à ce que j'avais mis dans mon rapport. Mon rapport, ce n'est pas ce qu'a proposé le gouvernement. Et c'est là que je ne suis pas contente. La réforme, telle que le gouvernement l'a fait passer et nous l'avons votée, ce sont des sujets d'une immense complexité. Et pour comprendre l'article de loi qui va modifier les méthodes de calcul de l'impôt, je vous assure qu'il faut vraiment, même les avocats fiscalistes n'ont parfois pas tous la même interprétation de la phrase dans le texte de loi. Donc, c'est extrêmement complexe et je reconnais, je balaye devant ma porte, que au moins un amendement qui a été présenté par le gouvernement il y a un an maintenant a vu le loup. Je n'ai pas vu le loup. Parce que dans mon rapport, moi, ce n'est pas ça que j'avais demandé. J'avais effectivement demandé que cette fraction qu'on appelle libératoire, la 40 000 premiers euros, soit supprimée, mais j'avais demandé d'une part qu'on ne s'intéresse qu'aux seuls revenus français, qu'on ne s'intéresse plus aux revenus qu'on a ailleurs dans le monde. Je tiens à ça. Pourquoi je tiens à ça? Parce que je considère d'abord le contribuable non résident, juridiquement, il a ce qu'on appelle une responsabilité fiscale limitée. Lui, contraire à ceux qui sont en France, n'a pas l'obligation de déclarer ses revenus ailleurs dans le monde. C'est écrit dans la loi. Et je ne vois pas pourquoi, depuis des années, ça fait des années que c'est comme ça, les impôts français demandent qu'on propose plutôt qu'on communique nos revenus mondiaux pour aménager le taux d'imposition. Très honnêtement, ça ne se fait dans aucun pays au monde. La plupart des pays au monde, quand vous avez des revenus ailleurs, par le biais de la convention fiscale, ils paient le calcul, mais quand vous êtes contribuable, moi j'habite à Singapour, et là justement il y a une discussion pour si je vais être résidente fiscale à Singapour en France cette année, c'est en cours encore de discussion, ça fait 6 mois qu'ils étudient mon cas. S'ils vont à cette vitesse-là, je ne vous dis pas pour les autres. Donc, Singapour par exemple, quand je leur ai dit que j'avais des revenus en France, ils m'ont dit, moi ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir. Tout ce qui m'intéresse, c'est les revenus que vous avez à Singapour. Et la plupart des pays, c'est comme ça. La France s'acharne à vouloir connaître les revenus ailleurs dans le monde. Or, vraiment pour être à Singapour, qui est juste une place sur laquelle il y a des gens qui ont un certain confort de revenus, j'ai expliqué aux agents des impôts que vous pouvez avoir quelqu'un qui a des revenus en France, qui habite à New York comme vous, mais qui a aussi des revenus, je ne sais pas, à Saint-Barth, pas à Saint-Barth c'est en France, mais enfin à Mexico ou ailleurs. On peut être citoyen français, habiter à New York et avoir des revenus dans plein d'endroits dans le monde. Et là, je méfie le fisc français de pouvoir aller tracer les revenus qu'on aura ailleurs. Donc, si vous fournissez, comme c'est déclaratif, vos revenus américains, bon, bah, le fisc va les regarder, mais il ne va pas se poser la question de savoir, tiens, au fait, celui-là, est-ce qu'il a aussi des revenus en Thaïlande, en Norvège, au Maroc, ou que sais-je.
Donc, c'est profondément hypocrite parce que les gens qui savent tirer toutes ces ficelles-là, ils savent très bien mettre leur main à l'abri et que ça ne soit pas vu. Et quand on parle d'échange de données fiscales entre pays, oui, ça existe. Par exemple, entre la France et Singapour, ça existe. Mais si le fisc français ne demande pas spécifiquement au fisc singapourien, pouvez-vous me communiquer les données fiscales de Madame Jeuneté? Il n'y a pas des fichiers qui parlent entre eux pour sortir un warning et dire ah, attention, là, il y a un problème sur des revenus que vous n'aviez pas. Les fichiers ne communiquent pas entre eux. Ça reste de l'humain qui communique. Donc, tout ça me paraît, en l'état de la technologie, complètement hypocrite. Et moi, je veux qu'on s'intéresse aux seuls revenus de source française. Voilà. Ensuite, mon approche est de dire, aujourd'hui, je pense ceux qui sont en Belgique, qui travaillent je sais pas, à Tourcoing, ils travaillent à Tourcoing et puis, je sais pas, ils se marient avec un conjoint belge et ils s'en vont habiter de l'autre côté de la frontière. Le simple fait de franchir la frontière, et au même endroit, ils ont les mêmes revenus, eh bien leur impôt va baisser, mais drastiquement. Mais drastiquement. La raison pour ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans le fond. Alors, on pourrait imaginer qu'il baisse un peu, prendre en compte certains aspects, parce qu'on ne peut plus prendre en compte à l'étranger les charges. C'est vrai, les charges, on peut prendre en compte pour tout un tas de raisons. Il y a une modulation de l'impôt qui peut s'expliquer. Enfin, qui baisse autant, parce que pour certains revenus, ça baisse beaucoup, ça ne sait pas. Donc voilà la réforme que j'avais proposée en essayant de la lisser. Et il y a des méthodes de barème qui permettent de lisser sur plusieurs années. Donc voilà où on est. Un groupe de travail et des propositions et une étude d'impact. À mon avis, j'ai compris d'après ce que le fisc m'a dit, l'étude d'impact ne sera pas prête au 1er juin, mais elle sera prête sans doute en juillet, si ce n'est pas plus tard. Bon, aux États-Unis, on est obligé de déclarer tous nos revenus dans le monde, comme vous savez. Donc, c'est pour ça que je pense… il y avait une question, vous avez répondu par anticipation, mais il y avait une question en disant le taux moyen et la déclaration des revenus mondiaux, est-ce que ce n'est pas un vieux serpent de mer, puisque Nicolas Sarkozy en parlait en 2012, Jean-Luc Mélenchon en parlait en 2017, en disant à un moment, si on déclare nos revenus mondiaux, on aura une imposition par la nationalité. Ça, c'est non. Ça, il y a une étude qui est faite justement à la demande de France Insoumise et de M. Mélenchon. Il y a une mission qui a été menée cette année à laquelle participait Alexandre Leroy, d'ailleurs des Français de Grande-Bretagne et d'Europe du Nord. Et l'étude a conclu que ça n'était absolument pas possible de mettre ça en place en France. Ça fait des années maintenant que la France, les services fiscaux français proposent, ce n'est pas une obligation, proposent de déclarer les revenus mondiaux, non pas pour les imposer, ils ne sont jamais imposés, hein, non. Mais pour adapter le barème à un niveau de vie. En fait, c'est ça l'état d'esprit de cette demande. En revanche, c'est impossible de mettre un impôt lié à la nationalité pour la seule bonne raison que nous avons à peu près plus d'une centaine de conventions fiscales signées avec différents pays et qu'une convention fiscale, ça peut être 10 à 40 négociations. C'est extrêmement long à négocier. Et on a des conventions fiscales qui datent encore des années 70 et qui n'ont toujours pas été renégociées. Donc, c'est extrêmement long. Donc, si on voulait mettre un impôt lié à la nationalité, il faut renégocier les 200 conventions fiscales. Donc, techniquement, déjà, c'est impossible. Absolument impossible. Donc, on serait dans le vide juridique entre deux. Et ce n'est vraiment pas du tout l'état d'esprit du barème que nous avons actuellement. Donc, un impôt lié à la nationalité, impossible. Tout ce qu'ils ont dit, c'était… ils ont fait une proposition, je crois, pour certains types de revenus, de niveau de revenus, avoir une somme forfaitaire qui soit prélevée éventuellement, mais c'est lié au revenu et pas à la nationalité. Donc ça vaudrait pour autre nationalité que la nôtre qui aurait des revenus en France. Alors une autre question qui revient souvent, c'est la notion de résidence intermittente, c'est-à-dire en fait, donc pour les Français qui ont une maison en France, avec l'idée sans doute de revenir en France après, à la retraite ou à un moment donné dans leur vie. Est-ce que cette résidence qui exprime ce lien fort avec la France et qui est quand même une des idées qu'a exprimé le président de la République, c'est disons aux Français revenez en France. Est-ce que cette résidence, idée aussi qui a été reprise par la sénatrice Jacqueline de Robédy, pourrait être considérée comme une résidence principale? Alors, en fait, l'impact, la notion de résidence principale n'a d'intérêt aujourd'hui
C'est pour ça que pour une seule chose, enfin, principalement, c'est les taxes locales, que sont la taxe foncière et la taxe d'habitation, qui ne bénéficient pas des décotes, bénéficient des résidences principales. Quand on a une résidence en France, puisque nous, on est considéré comme résidence secondaire quand on a un bien immobilier en France. S'agissant de la revente, en revanche, de cette résidence, on a une possibilité d'être considéré comme l'équivalent d'une résidence principale, soit si on la vend les 10 ans, maintenant on est passé de 5, j'ai réussi à faire passer de 5 à 10 ans après le départ de France. Si on vend cette résidence, en fait, si on vend un immobilier dans les 10 ans qui suivent notre départ de France, on a le droit de le vendre sous statut de résidence principale. Ça, c'est la première chose que j'ai réussi à obtenir. Quand on... alors, ce n'est pas tout à fait résidence principale. On a une absence d'imposition de la plus-value jusqu'à 100 000 euros de plus-value. Donc, on a une franchise, voilà, faire 150 000 euros de plus-value, cela dit, sur 10 ans, c'est possible. Mais les 150 000 premiers euros de plus-value ne sont pas imposés quand on vend cette résidence dans les 10 ans qui suivent le départ de France. Première possibilité. Deuxième chose importante, quand on quittait la France, le simple fait d'avoir quitté la France, c'est vraiment le billet d'avion qui faisait foi. Du lendemain, la résidence principale passait en résidence secondaire. Et là, j'ai fait valoir l'année dernière aux impôts, j'ai dit, écoutez, vous êtes gentil, mais vous êtes nommé à l'étranger, vous avez une résidence principale en France, forcément, vous l'habitez jusqu'au jour où vous prenez l'avion, et forcément elle est résidence principale jusqu'au jour où vous prenez l'avion. Vous ne pouvez pas la laisser, si vous voulez la mettre en vente, il faut 3 mois, c'est-à-dire que pendant 3 mois, vous allez vous loger ailleurs. Enfin, votre truc est possible. Or, en France, si on habite à Lille et qu'on est nommé à Limoges, et qu'on a une résidence principale à Lille, on part travailler à Limoges, et le fisc nous donne un délai de tolérance de 1 an pour vendre la maison de Lille ou l'appartement de Lille en résidence principale, le temps que les choses se fassent, et c'est seulement au bout d'un an qui sera requalifié en résidence secondaire si on ne l'a pas vendu. Donc, ça, j'ai réussi à obtenir que ce dispositif soit maintenant appliqué à ceux qui quittent la France. Donc, on a la possibilité de faire ça. Il faut prouver qu'on a effectivement mis le logement en vente, hein, qu'on a un mandat qu'on a donné à une agence immobilière ou qu'on a passé une petite annonce dans un journal, enfin peu importe, tout élément qui peut prouver qu'on a mis en vente. Et on a un délai de tolérance de 1 an, ce qui correspond pour à la fois les formalités, ne serait-ce notariées, mais aussi remettre en état ou quelque chose comme ça. Donc ça, on l'a obtenu aussi. Il y avait un troisième dispositif. En tout cas, voilà, ça c'est ce qui concerne la vente du bien. Donc on voit qu'on peut quand même bénéficier de dispositifs qui approchent énormément de la résidence principale. Maintenant, s'agissant des taxes locales, que sont la taxe foncière et d'habitation, là, effectivement, on est qualifié de résidence secondaire et c'est là, et en fait, l'émotion est montée, parce que ça fait des années, ce que je vous décris, ça fait des années que c'est comme ça. Hein. Et l'émotion est montée parce que certaines communes, dont Paris, ont ajouté une surtaxe à la taxe d'habitation. Et ils ont droit de monter jusqu'à 60%. Sauf que cette taxe d'habitation et cette taxe foncière, l'État n'a pas la main dessus. C'est-à-dire que moi, si je fais une réforme fiscale demain, je ne pourrais jamais réformer ces taxes-là, qui sont des taxes locales. L'État n'a pas la main dessus. Il peut donner un cadre, une limite, mais il n'a pas la main dessus. Donc, on ne peut pas nous changer ça. Du coup, le seul moyen de pouvoir échapper à cette taxe, cette surtaxe, évidemment, c'est de se reposer la question, est-ce qu'on ne peut pas sortir de ce statut de résidence secondaire? Donc, moi, dans le rapport, j'avais étudié la situation, vous avez dû le voir, et je n'ai pas trouvé de solution. Je n'en ai pas trouvé parce que la façon de détenir un bien immobilier en France, il y a autant de façons que de personnes. Vous avez quelqu'un qui a effectivement gardé sa résidence principale en France, gardé comme telle, la garde vide, c'est son pied-à-terre quand il passe en France. C'est parfois le pied-à-terre de ses enfants d'ailleurs quand il passe en France. D'ailleurs, quand on a des enfants et qu'on les met dedans, la recommandation que je fais, c'est surtout déclarer au fisc que vos enfants sont occupants à titre gratuit, échapper, et du coup, eux, ils deviennent en résidence principale et ils échappent à la surtaxe de la taxe d'habitation. Donc, ça, c'est un moyen simple. Donc, il y a cette solution. Il y a ceux qui sont partis et qui, là-dessus, vont s'acheter un bien parce que c'est un capital pour leur retraite. Et puis, ils peuvent le mettre en location pour en tirer un revenu pendant quelques temps. Le reste le rattache à la France. Il y en a d'autres, dont je fais partie d'ailleurs, qui ont une maison de campagne. C'est qu'avant que je parte de France, c'est déjà une résidence secondaire et ça le sera toujours.
Ça, ma maison de campagne, je ne peux pas la mettre en résidence principale. C'est évidemment non. Vis-à-vis du fisc, tous les profils que j'ai, ils sont propriétaires d'un bien en France. Le fisc ne peut pas faire la différence. Est-ce que c'est une maison de campagne? Est-ce que c'est un appartement à la campagne? Est-ce que c'est un appartement de bord de mer? Et le bord de mer, ça peut aussi être un pied-à-terre pour ma retraite, hein, dans le fond. Hein. Donc, on ne peut pas faire la différence. Et du coup, trouver un statut, j'essaie de voir est-ce qu'on peut le faire par rapport à l'occupation, le temps d'occupation. On n'a pas trouvé de solution non plus. Donc, je n'ai trouvé, en tout cas, ni avec mon inspecteur des finances, ni avec les fiscalistes que j'ai pu rencontrer, des solutions qui permettent de répondre à ça. Il s'agit d'un bien unique. Évidemment, je ne parle pas de ceux qui ont 2, 3, 4 biens. Ça, c'est encore autre chose. Mais là, franchement, on bute sur un problème auquel on n'a pas de solution. Comment, en pratique, faire la différence entre la maison de campagne, qui sera toujours une maison de campagne, et le bien vraiment un capital pour la retraite. Donc, il faudra avancer encore dans la réflexion. Moi, j'avais proposé qu'on nomme quelqu'un pour qu'il réfléchisse à ça. Et ça n'a pas été fait. J'ai aucun retour là-dessus. Ah, je vous entends. C'est à moi d'appeler. Moi, je vais vous poser la question dont tout le monde parle depuis un an, le problème de la carte verte pour les retraités ayant cotisé moins de 15 ans. Une idée, pourquoi on ne demanderait pas à la Caisse des Français de l'étranger de sortir une offre type France Expat qui existe aujourd'hui et peut-être à tarif aidé pour ces populations. Et une autre idée sur le nombre, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. En fait, cette chose, ça concerne combien de personnes dans le monde? Je ne vais pas vous demander qu'aux États-Unis, mais combien de personnes dans le monde? Alors, on a précisément la Caisse nationale d'assurance vieillesse déclare 1 500 000 retraités qui touchent une pension de source française à l'étranger, qui sont à l'étranger. Dans ces personnes-là, vous avez des Français et des pas Français. Il y a de tout. Mais c'est 1 500 000. C'est les chiffres 2018 que je vous cite. Je n'ai pas les chiffres 2019. Je les ai reçus la semaine dernière, je ne les ai pas encore regardés. Ça donne un peu de grandeur. Voilà. S'agissant maintenant de ceux qui revenaient en France se faire soigner en utilisant ce dispositif, on est sur à peu près 200 personnes. Bien. Et je peux vous dire qu'on a été extrêmement surpris du tollé qu'a soulevé cette mesure, parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui râlaient, c'est en fait des gens qui ne s'en servaient jamais. Donc c'est comme s'ils avaient une espèce de bouée qui les rassure, mais ne se servent pas. Donc très très étonnant. Sachant que si, on le rappelle, s'ils rentrent plus de 3 mois, ils bénéficient du PUMA, de la protection universelle maladie, et ils sont soignés automatiquement. Absolument. Absolument. Automatiquement. Donc, et là, les 2 personnes, c'était quel que soit le niveau de l'antériorité, la durée de cotisation avant. Donc, je ne sais pas vous dire si parmi ceux-là, il y avait des gens qui avaient cotisé 10 ans, 15 ans ou 30 ans. Aucune idée. Parce qu'on n'a pas, en revanche, les durées de cotisation. Nous, enfin, dans les chiffres qu'on nous donne, ça, on ne le donne pas. La durée de filiation avant de liquider la retraite. Donc ça, je ne sais pas du tout. Ce qui est certain, c'est qu'en revanche, quand j'avais fait le rapport, on m'avait indiqué que la durée moyenne au régime, la durée moyenne était de 17 ans. Alors, c'est une moyenne, ce n'est pas une médiane. Donc, donc ça ne coupe pas l'effectif en deux. En tout cas, la durée moyenne, c'était 17 ans. Je ne sais pas d'ailleurs parfois si ces hauts fonctionnaires savent ce que c'est la différence entre une moyenne et une médiane. Parce que je pense qu'en l'occurrence, pour ce genre de données, la médiane aurait été beaucoup plus intéressante. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont mis la barrière à 15 ans, pour être sûr qu'il y ait une majorité de gens qui ne soient pas concernés par le dispositif. Donc, c'était ça l'idée. Et ensuite, on a en fait beaucoup de gens, je n'ai plus les chiffres en tête, mais qui touchent des toutes petites pensions de retraite. Mais du coup, on avait des pensions de retraite aussi faibles que 20 € par an. Oui. Donc, des trucs vraiment absolument ridicules. Et ces gens-là avaient quand même une carte verte, une carte vitale. Donc, il y a un moment, et là, on a vu où la CNAV a été alertée, c'est qu'on a relevé des cas de personnes qui avaient de toutes petites pensions de retraite, genre 20 € par an,
et qui recommence pratiquement tous les mois se faire soigner pour des pathologies lourdes, extrêmement coûteuses. Et là, il y avait un risque d'emballement qui était extrêmement dangereux. Donc, c'est pour ça qu'il a été envisagé, compte tenu du faible nombre de personnes. Encore une fois, on est de l'ordre de 200 personnes concernées, hein, c'est très peu. Mais le risque de dérapage, parce que... Ce qui est fou, c'est qu'on a tous l'impression que ces 200 personnes sont dans notre circonscription. Alors, il est juste de dire que la plupart des portes que nous avons eues viennent d'Afrique du Nord et des États-Unis. Et moi, dans ma circonscription, j'en ai eu un tout petit peu en Thaïlande, mais pratiquement pas. Alors que j'ai 1500 retraités en Thaïlande. Donc, et qui n'ont aucune couverture maladie en Thaïlande. Donc, j'ai été un peu surprise des zones qui se sont émues de ce dispositif. Voilà, donc c'est pour cette raison-là. Donc, pour le moment, par rapport à l'offre CFE, là, je ne peux pas vous répondre parce que la CFE, c'est un organisme privé chargé d'une mission de service public et la partie service public concerne uniquement les gens qui ont pratiquement pas de revenus, qu'on appelle la troisième catégorie aidée, pour lesquels la CFE reçoit une subvention très faible, hein, qui fait 340 000 € annuels. Hein, c'est une toute petite subvention. Mais moi, j'ai absolument pas, l'État n'a pas du tout de regard sur le reste des activités de la CFE. Bon, je pense que le rôle des conseillers de Français à l'étranger qui vont être bientôt élus pour regarder, parce qu'ils nomment des administrateurs par l'Assemblée française de l'étranger, donc ça fait aussi... Absolument, absolument. Bon, comme notre temps, il n'y a plus que 10 minutes, parce que je sais que vous n'avez qu'1 heure, donc peut-être passer maintenant à la retraite, à la réforme des retraites, et assez simple, enfin assez, voilà, une question un peu générale, mais qu'est-ce qui, dans la réforme des retraites, va changer pour les non-résidents? Alors, cette réforme va être assez intéressante. Alors, pour vous aux États-Unis, ça ne va pas beaucoup changer parce que nous avons une convention de coordination de sécurité sociale avec les États-Unis et qui fait que les années travaillées aux États-Unis sont prises en compte pour le calcul d'une retraite en France. Ce qui fait que vous, la réforme, en fait, elle ne va rien changer. Là où ça change, c'est pour les pays comme moi où on n'a pas de convention. Et du coup, moi, toutes les années travaillées à Singapour, elles comptent pour rien. Pour la France, c'est comme si je n'avais pas travaillé. Et du coup, alors moi, ma retraite, je ne sais pas, 75 ans, 16 ans, bon, on oublie. Donc, pour vous, aux États-Unis, ça ne changera rien. En revanche, dans la réforme, ce qu'on a fait, c'est que, en gros, vous avez vous aussi, j'imagine, aux États-Unis, des jeunes qui arrivent pour un semestre d'études, qui trouvent que ah bah, c'est sympa la vie là-bas, puis je me débrouille pour avoir un VIE, et puis je reste 1 an et demi, 2 ans pour un VIE, puis après, les choses de la vie faisant que je rencontre un conjoint, puis vraiment, c'est vraiment pas mal. J'ai de la chance, je suis tirée au sort et j'ai un H1B qui me permet de continuer à travailler là-bas. Et puis finalement, je m'installe aux États-Unis et du coup, j'ai jamais commencé à travailler en France. Donc, j'ai jamais commencé à cotiser dans le système de retraite français. Et ça, je me rappelle, j'avais discuté avec des jeunes qui étaient à New York. Ils m'avaient dit, bah, le problème, c'est qu'après avoir travaillé 3, 4, 5 ans, on se dit, bah, on hésite un peu à rentrer en France parce qu'on n'a jamais commencé à cotiser à la retraite et on se dit qu'on a perdu les années. Et les années perdues, ça fait très peur. Donc là, parce qu'en France, on comptait jusqu'à présent en durée cotisée. Là, on va changer l'hiver. C'est en points cotisés. Et même s'ils rentrent avec retard, au bout de 3, 4, 5 ans, peu importe, comme c'est le montant cotisé qui va avoir droit à des points et qui vont du coup arriver en France avec une formation, une éducation, je ne sais pas si l'expérience américaine va compter, hélas insuffisamment, mais en tout cas, la formation et le niveau de recrutement, donc un niveau de cotisation de revenus supérieur, donc de cotisation supérieure, donc des points en plus. Donc ça redeviendra intéressant de rentrer en France, même en ayant commencé un peu plus tard. Néanmoins, ce qui va passer au système et ce qui n'est pas complètement acquis, moi j'ai demandé qu'on puisse, à titre volontaire, cotiser un minimum. Ça permettrait, imaginons qu'on cotise toute sa vie ce minimum. Toute sa vie, ça veut dire 516 mois, 43 ans, à hauteur de 50 heures SMIC mensuelles. Donc une cotisation à hauteur de ça, qui au bout du compte, quand on liquide la retraite, donnera droit à ce qu'on appelle la retraite minimum, 1 000 € par aujourd'hui, et plus tard 85% du SMIC. Aujourd'hui, dans la loi telle que c'est écrit, cette possibilité n'est offerte qu'à ceux qui n'ont pas cotisé 5 ans.
dans le système français. Donc, c'est là que le bas blesse. Et c'est là que j'ai attiré l'attention sur le fait que c'est dommage. Il faut donner à plus grand nombre. Évidemment, on ne veut pas non plus que ce soit un aspirateur à gens qui viendraient de n'importe quel pays. On veut les réserver à nos ressortissants, qui n'est pas du tout dedans. Donc moi, j'ai un dispositif dans lequel on pourrait prendre en compte le fait d'avoir fait 2 années d'études supérieures en France. Et ça permettrait peut-être, et puis, alors le VIE donnera droit hein, quand même. Le VIE, il n'y a pas 5 ans, mais année d'études plus VIE, on s'approche, on n'est pas loin des 5 ans. Mais là, vous excluez nos enfants. Pardon? Là, vous excluez nos enfants. Alors, il y en a encore que j'ai du dispositif. Mais j'essaie de trouver un système pour voir comment on peut les raccrocher tous ceux, parce qu'il y en a chez vous aux États-Unis, mais il y en a aussi genre en Australie, dans plein de pays, qui sont même parfois nés en Australie, ils sont français, ils ont fait leurs études là-bas, et ils vont commencer leur vie là-bas. Et si on n'arrive pas à trouver un moyen de les rattacher à la France, de jamais venir y travailler. Et on se prive de talent. Tout à fait. Moi, j'ai autant mes enfants qui ont fait leur lycée en France, qui ont fait leur supérieur, qui sont venus avec nous au moment du supérieur, qui ont fait leur supérieur ici, qui commencent à travailler ici, qui sont très, très attachés à la France et qui rentreront un jour, mais on ne sait pas si c'est dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Voilà. Donc ça, il y a un travail à mener, qu'il faut que je continue le cahier de Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État à la réforme de la retraite, parce qu'il y a vraiment, ils n'ont pas, et là aussi, on retombe sur le premier problème que j'écrivais autour. Les Français à l'étranger, les jeunes qui font leurs études à l'étranger, bof, quoi. C'est vraiment pas leur souci. Et là, il y a un facteur d'activité. Oui, surtout qu'ils peuvent, en plus, ils ont des profils où ils font 2 ans aux États-Unis, 2 ans au Canada, 1 an en Espagne, 1 an en Italie, ils reviennent aux États-Unis. Mais vous voyez, ce que nous, pour être à l'étranger, on a vraiment conscience de la richesse de ses parcours. Mais je le vois bien, moi j'ai un fils qui est resté 4 ans à Chicago, un autre 5 ans en Suisse. Ils sont arrivés en France, ils étaient jeunes professionnels débutants. Mon fils qui est resté 4 ans à Chicago, il a fait un Master of Science, un MBA, et derrière il a bossé pendant 1 an et demi pour une banque américaine. Parce qu'il avait fait un master américain de travailler pendant 1 an aux États-Unis. Puis après, il n'a pas été tiré au sort au H1B. Ça arrive à beaucoup. Et bien, quand il est rentré en France, on l'a fait repartir à zéro. Son expérience américaine, il ne voulait pas en entendre parler. C'est dingue, c'est ahuri. Donc, du coup, nous, ce qu'on voit comme un facteur d'enrichissement, enfin d'enrichissement au sens professionnel terme, pas bien perçu du tout, mais je crois qu'il faut rebondir sur ce qu'avait dit le président de la République au tout début. Revenez, mais donne des raisons de revenir quand même. Voilà. Alors, s'agissant de la réforme de la retraite, une information pratique, tactique, c'est que aujourd'hui, pour ceux qui ont peut-être fait un bout de leur parcours en France et qui partent à l'étranger ensuite, il est possible de se créer, il est souhaitable, je recommande vivement de se créer un compte sur le site 1-retraite.fr. Surtout pour ceux qui arrivent aux États-Unis, tant qu'ils ont encore en mémoire leur numéro de sécurité sociale, parce qu'en général, au bout de quelques années, on l'oublie, même si on a toute la vie. Et il faut se créer un compte. Et du coup, c'est spectaculaire de voir la capacité qu'a ce centre, cette plateforme, pour reconstituer votre carrière. Et c'est important de le faire. Même si on est à l'étranger, on peut soi-même manuellement saisir les données par rapport aux périodes à l'étranger. Par exemple, vous qui êtes aux États-Unis, comme il y a une convention avec la France, il faut vraiment se créer un compte et que vous puissiez saisir manuellement toutes vos années de travailler aux États-Unis. Parce que ça va aider au moment de la liquidation de la retraite. Ça, c'est une information très importante. Très, très importante. C'est créer un compte. C'est info.retraite.fr. Info-retraite.fr. C'est le site de la retraite quand tu fais sur Google. Bon, une dernière question, et puis on va quand même vous laisser, parce qu'il est tard pour vous. Qu'attendez-vous ? Demain, comme conseiller des Français de l'étranger, on peut vous aider comment ? Alors, moi, je vais vous dire, moi, depuis le début du mandat, les conseils, je vais approprier mes conseils consulaires, j'en ai 70, moi. Je les réunis en visioconférence, comme nous faisons là, tous les trimestres. Et les trimestres, c'est eux qui me donnent
D'abord, ça permet d'avoir un échange tous ensemble, du coup, entre eux, ils se rendent compte des difficultés qu'ils ont ici ou là. Ça permet à nous tous de se rendre compte parfois que l'administration des Français à l'étranger fait des trucs qui nous paraissent bizarres. Donc, parfois, quand on est tout seul à trouver bizarre, bon. Mais quand plusieurs, il y a peut-être un loup. Donc, ça permet d'unir nos forces. Moi, ça me permet aussi d'avoir la température sur le terrain, de savoir où il va falloir que j'aille en premier ou pas, et puis de remonter les informations au ministère. Et par exemple, là, tout concrètement, là, le 16 mars, il y a l'Assemblée des Français de l'étranger. Moi, j'ai été saisie par des conseillers consulaires de chez moi qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Ils sont conseillers à l'AFE. Ils m'ont dit « Mais moi, je ne veux pas aller à Paris, là. Je ne sais pas si je vais pouvoir revenir. Et puis, le problème, il est actuellement chez moi, avec les problèmes sanitaires qu'on a en ce moment. » Bon, moi, j'en ai vu un, puis deux, puis trois. J'ai dit, OK, là, moi, je vous suis complètement, vous avez raison. J'ai rencontré le ministre mercredi dernier. Je lui ai dit, Jean-Baptiste, tu la maintiens, la session? Ah oui, oui, etc. Je lui ai dit, bah, tu fais comme tu veux, mais moi, je ne te suis pas. Je te préviens, je ne te suis pas, et partout où j'irai, je ne te suis pas. Il ne s'est rien passé. Vendredi, j'ai publié un communiqué de presse. Ce matin, la presse me contactait. J'étais sur un plateau télé à midi et j'ai dit publiquement que je ne voulais pas que l'Assemblée se tienne. Donc voilà comment les conseillers consulaires m'aident. C'est un rôle, enfin, dans ma façon de fonctionner, super important parce que j'ai besoin de ce contact avec tout le monde. Alors, je le fais de façon transpartisane. Certains sur 70, j'ai une trentaine qui travaillent avec moi, et sur les 40 autres, il y en a 40 qui ne travaillent pas du tout par ailleurs. Donc, pas de problème. Et moi, je trouve ça extrêmement utile. Vous êtes vraiment au cœur d'une communauté. C'est vous qui voyez comment un consulat fonctionne, comment la commission fonctionne, quels sont les problèmes. Et puis parfois, c'est vous qui pouvez avoir des idées. Là, il faudrait peut-être mettre en place tel type de dispositif. Du coup, j'échange avec un autre ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce qui est positif? Est-ce qui t'aiderait? Est-ce qui ne t'aiderait pas? Et moi, c'est vraiment cette intelligence collective que je fais fonctionner tous les trimestres. Sur toutes vos propositions, de votre rapport, quelles sont les deux ou trois qui jugez les plus importantes? Alors, moi, celle dont je suis extrêmement fière, c'est la plateforme d'appel téléphonique. J'avais demandé un outil informatique, bon, on n'en est pas encore là, ils n'ont pas les moyens, mais ça ne fait rien. Moi, j'ai parlé avec le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, il y a pas longtemps, on va réfléchir à mettre en place un dispositif un peu innovant pour 2022. Donc, la plateforme numérique, au début, c'était l'année dernière, un budget de 100 000 qui a été débloqué en 2019 pour travailler, pour que le ministère puisse travailler à l'idée, à la conception, est-ce que c'est réalisable ou pas. Les conclusions de cette année 2020, c'est que oui, c'est techniquement réalisable et intéressant. Et donc, il y a un budget, j'ai oublié la ligne cette année, mais on est en millions d'euros, là, millions et quelques pour 20. Et là, maintenant, ils mettent en place une plateforme, ils vont la tester sur quelques pays européens pour le moment. Et si ça fonctionne, on l'étendra à d'autres pays. Et ça, je crois, dur comme fer à cette plateforme, le principe, un numéro unique qu'on peut appeler depuis le monde entier. On va tomber sur un centre d'appel en France, et ce centre d'appel recevra tous les appels, il répondra. Et lorsqu'il s'agira d'un appel urgent, je pense par exemple le plus fréquent, c'est cette personne qui a perdu son passeport, c'est en général le français de passage, qui a perdu son passeport, ou beaucoup plus dramatique, je sais pas, par exemple un VIE s'est suicidé quelque part et les amis préviennent, et donc il faut en urgence prévenir le consul sur place. À ce moment-là, la plateforme sait contacter un numéro d'urgence sur place dans le pays, et ça va soulager nos consulats partout où ils se trouvent des nombreux appels téléphoniques ou sollicitations email qu'ils reçoivent. Donc ça, je suis très fière que cette proposition puisse prendre jeu. Écoutez, merci beaucoup pour votre temps et puis toutes ces informations très très précieuses pour nous.